On reçoit aujourd'hui à Agalma Boris Cyrulnik. Habituellement, dans ce genre de circonstances, surtout quand on reçoit Boris Cyrulnik, on se dit inutile de présenter Boris Cyrulnik. Qui ne connaît pas Boris Cyrulnik? C'est difficile aujourd'hui de trouver quelqu'un qui aurait cette caractéristique. Alors, en même temps, je me disais, mais comment vous présentez, vous? Parce que vous venez d'écrire vos mémoires, vous êtes entre différents domaines. La caractéristique d'être entre deux, du multiple, de chercher l'un dans le multiple, pour moi, vous caractérise. Nous, modestement, on essaye de travailler entre neurosciences et psychanalyse, art, neurosciences et psychanalyse, mais vous, le spectre est beaucoup plus large. Donc, où êtes-vous? Alors, je vais vous répondre où je suis, mais je ne sais pas qui je suis. Alors, où je suis, c'est-à-dire que je suis un paléopsychiatre, puisque j'ai fait mes études avant 68, à l'époque où on nous demandait d'apprendre la neurologie, et on avait un tout petit vernis illusoire de psychiatrie, et on nous permettait de faire une aventure psychiatrique. Et je me présente, alors il me semble que je suis un généraliste de la chose psy, alors que les psychanalystes sont des spécialistes, les neurophysiologistes sont d'autres spécialistes. C'est un mode de savoir, hein, mais je me présente comme un praticien dont je suis obligé d'avoir un savoir hétérogène. Un peu de cerveau, un peu d'histoire, un peu de religion, un peu de famille. Donc c'est un mode de connaissance beaucoup plus transversal, alors que vous avez un mode de connaissance beaucoup plus longitudinal. C'est ça. Donc c'est une apologie, l'éloge du multiple. Alors oui, c'est comme ça. Nécessité, en fait. C'est le multiple comme nécessité, comme rigueur. Ça dépend. Oui, ça dépend de votre enjeu. Si vous voulez faire de la recherche ou faire une carrière, vous avez intérêt à plonger le plus loin possible, le plus profond possible dans votre carotte de savoir. Alors que si on est praticien, j'ai été praticien, et on ne sait pas le problème que va nous poser la personne qui s'assoit près de nous. Est-ce que c'est un problème neurologique? Ça arrive, et maintenant, avec la tendance actuelle de rassembler deux disciplines différentes, la rencontre se fait de plus en plus fréquemment. Ça peut être un problème culturel, ça peut être un problème, il y a tellement de problèmes dans la condition humaine que nous, praticiens, on ne peut pas se contenter d'un savoir de carottes, de carottes de savoir. Donc, nous avons pris le parti d'effectivement, d'être, on va dire, sans être immodeste, mais d'être expert dans un domaine et d'essayer d'aller explorer en dialogue l'autre domaine, donc en admettant d'emblée notre ignorance de l'autre domaine. Et je pense que c'est, ou en tout cas notre connaissance limitée, et je pense que c'est en tout cas une démarche qui, dans cette tendance aujourd'hui, parce que malgré tout, aujourd'hui, il y a des tendances de spécialisation, mais il y a aussi ces idées d'interdisciplinarité, de pluridisciplinarité, de transdisciplinarité. Un point important, c'est justement d'être d'accord de se faire déstabiliser, en quelque sorte, par le savoir de l'autre, tout en étant attiré. Donc là, en fait, c'est vrai qu'on a deux domaines que l'on aborde en faisant confiance à l'autre. Je veux dire, François, je sais que François connaît beaucoup de choses en psychanalyse. Moi, j'ai appris un tout petit peu. L'inverse est vrai pour François par rapport aux neurosciences. Et puis, c'est dans cette zone commune qu'on essaye d'avancer ensemble. Et je me demandais, donc, par rapport à votre vision globale, comment vous voyez ce dialogue entre neurosciences et psychanalyse? Nous l'avons abordé, entre autres, par l'intersection, notamment la trace, les mécanismes de plasticité, la mémoire dynamique, ce changement permanent et en même temps cette identité diachronique qui se maintient. Comme on dit souvent, le neurobiologiste
et se demande comment un individu peut rester le même alors qu'il y a ces mécanismes de plasticité qui font qu'on n'a pas le même cerveau le soir par rapport au matin. Et puis le clinicien, le praticien se dit mais comment je peux faire changer, ou aider cette personne à changer. Donc vous qui avez cette approche multiple, comment voyez-vous ce dialogue comme ça à deux autour de neurosciences et psychanalyse? Alors, Freud était neurologue. Absolument. Et Freud n'a jamais été psychiatre. Je ne sais même pas s'il a mis les pieds dans un service de psychiatrie. Je pense que c'était un très bon neurologue. Il a fait une belle thèse sur les niveaux d'aphasie qu'on pourrait reprendre aujourd'hui. Il a fait un projet pour une psychologie scientifique à l'usage des neurologues qui pose des questions qui sont redébattues aujourd'hui. Donc Freud était un neurologue. Certains croient qu'il était psychanalyste. Détrompez-vous, c'était un neurologue. Et ça ne l'a pas empêché de créer un autre mode d'investigation que la résonance magnétique, que l'électron, que les capteurs techniques dont on dispose aujourd'hui. Et le fait de provoquer des rencontres d'interface, c'est toujours une surprise. Et l'innovation vient de la surprise. Sinon, c'est la routine. Alors, si vous voulez vos diplômes, il vaut mieux être routinier. Mais je pense qu'on a passé l'âge, enfin, moi j'ai passé l'âge des diplômes. Moi aussi. Donc, j'aime la surprise. Mais il vaut mieux être récitant pour avoir ses diplômes. Là, on a intérêt à choisir sa discipline et on a intérêt à faire des publications de carrière. Mais si on veut comprendre, on a intérêt à se faire décentrer de soi, ce qui est le point de départ de l'empathie, c'est-à-dire de se décentrer de soi pour se représenter le monde d'un autre. Et là, surprise, j'ai un nouveau continent, j'ai le continent du monde mental d'un autre, et à peine je crois l'avoir cerné que déjà il a changé. Alors déjà, on change d'opinion, on change de cerveau, et pourtant on a ce que vous venez de dire, c'est-à-dire un étonnant sentiment d'être le même depuis notre naissance, ce qui bien sûr est une totale illusion. Ouais. Non, c'est ça. Comment ça se fait qu'on reste le même en changeant en permanence? On a besoin de rester le même, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que, quand vous disiez la carotte du même, Voilà. la répétition, c'est une nécessité anxieuse de l'humain, tandis que votre méthode se propose d'aller au point limite de son ignorance, quoi. Ah ben, on y arrive assez vite. Enfin, moi, mais non, dans les groupes que j'organise, il y a des philosophes, des neurologues, des biologistes, des anthropologues, et on se surprend tout le temps. Chacun décentre l'autre et nous oblige à trouver des explications qui tiennent ce que valent les explications, c'est-à-dire pas très longtemps, mais ça nous permet d'être surpris. Et la surprise, c'est le point de départ d'un nouveau mode de réflexion, c'est le plaisir de réfléchir. On peut avoir le plaisir de réciter. La litanie, ça a aussi une fonction, c'est la sécurité. Alors on a l'impression d'être soi-même, et il faut qu'on ait l'idée qu'on se fait de soi-même, parce que ça nous permet d'avoir le sentiment d'être quelqu'un, donc on a une conduite à tenir. Je crois savoir ce que je pense, je crois savoir quelle est mon identité, quelle est mon histoire. Alors c'est ce que j'ai mis dans un de mes livres d'ailleurs, où j'ai confronté ce qui était dans ma mémoire. Sincèrement, j'ai essayé de jouer le jeu et j'ai fait une enquête comme si j'étais un Sherlock Holmes de ma propre mémoire. Donc j'ai été sur les lieux que je n'ai pas reconnus, alors que dans ma mémoire, ils étaient d'une clarté, d'une précision. J'ai rencontré des gens qu'on ne s'est pas reconnus et on s'était développé, on habitait des mondes totalement différents. J'ai retrouvé des archives qui disaient le contraire de ce qui était clairement dans ma mémoire, et ça m'a beaucoup déstabilisé. Donc si j'avais été anxieux, probablement j'aurais pas aimé cette démarche, j'aurais eu besoin d'avoir des certitudes, et je pense que ceux qui ont le plus de certitudes, c'est les ignorants. Si vous voulez avoir des certitudes, surtout ne vous posez pas de questions, parce que si par malheur vous posez une question, vous risquez d'être troublé. Mais cette enquête sur mon histoire m'a beaucoup amusé. Mais bon, c'est une enquête sur votre histoire, c'est une enquête clinique sur la mémoire, parce que finalement, la mémoire apparaît dans ce trajet
que vous décrivez comme très illusoire, quoi. La mémoire est une construction après coup qui met une continuité là où il n'y a que des moments décisifs et des discontinuités. C'est ça, exactement. Alors, je n'aurais pas dit illusoire. Dans mon livre, je dis chimérique. C'est-à-dire que dans une chimère, tout est vrai. Les pattes sont d'un lion, le ventre est d'un taureau, les ailes sont d'un aigle. Tout est vrai et l'animal est imaginaire. C'est-à-dire que dans ma mémoire, c'est comme ça. J'ai vraiment essayé de ne pas mentir. Même quand j'ai été démenti par les copains d'enfance, par les lieux que je ne reconnaissais pas, par les archives qui disaient le contraire de ce que je croyais sincèrement. Et donc, mais j'avais besoin de cette chimère pour avoir justement l'impression d'être moi-même et de rester moi-même, comme vous l'avez dit, alors qu'on change tout le temps. Mais si je peux faire une petite intervention neurobiologique dans cette discussion, en fait, ce clivage, ou en tout cas cette, disons, non-correspondance nécessairement entre les événements qui se sont passés et puis le souvenir qu'on en a, amène quand même au premier plan ce processus qui intrigue beaucoup les neurobiologistes actuels, qui étudient notamment les processus de mémoire, qui est le phénomène de reconsolidation. C'est-à-dire cette idée que quand on réactive un souvenir, donc les traces mnésiques, les traces neuronales de ce souvenir, en fait, il passe par une période de labilité, de fragilité, qui permet des associations avec, selon le contexte, enfin la question reste encore ouverte de qu'est-ce qui va diriger ces réassociations. Et on forme en fait de nouvelles traces qui, évidemment, par définition, parce qu'elles sont maintenant intégrées à d'autres souvenirs, à d'autres, dévient ou déplacent un petit peu l'expérience initiale, tout en la gardant, mais elle est construite avec autre chose. Et au fur et à mesure qu'on fait cet exercice de souvenir, on rend chaque fois les traces plus labiles. Et le cas extrême, c'est ce qu'on appelle les faux souvenirs, false memories. Mais aussi, en fait, on est beaucoup à penser que c'est pas simplement ça, c'est que vraiment, c'est la manière dont on se construit en réassociant des éléments de notre vie à d'autres éléments. Et puis petit à petit, quand même, les choses se déforment un tout petit peu, ou beaucoup, enfin, selon les cas. Oui, tout à fait, je comprends bien ça. C'est pour ça que la mémoire, ce n'est pas le retour du passé, c'est la représentation du passé. C'est-à-dire que c'est un travail de reconstruction. Je crois même que c'est une anticipation du passé. C'est-à-dire que... Magnifique anticipation du passé, ça me plaît beaucoup. Oui. Eh bien, oui. on va l'échanger un peu alors. Oui. On va chercher dans son passé les images, les mots qui me permettent de faire une chimère de moi. Mais c'est pour ça que la psychanalyse, les psychothérapies marchent, c'est qu'elles permettent le remaniement de la représentation du passé. Sinon, je serais prisonnier du passé. C'est ce qui se passe dans le syndrome psychotraumatique, où là, j'ai une image, une émotion, prisonnier du passé. Je ne m'en sors pas. D'ailleurs, les gens disent dans le langage quotidien, je ne m'en sors pas. Alors là, on a l'exemple d'absence de remaniement de la mémoire. Alors que si on va travailler avec quelqu'un, un psychanalyste, un artiste, un romancier, un cinéaste, quelqu'un qui nous invite à travailler ce qui nous est arrivé, ou plutôt, on travaille pas, non, je mal dit, on ne travaille pas ce qui nous est arrivé, on travaille la représentation de ce qui nous est arrivé. Et si on rencontre quelqu'un qui nous invite à nous sortir de soi il ne peut pas comprendre, il peut pas, les psychanalystes, il ne peut pas comprendre, il faut que je cherche des mots pour qu'un psychanalyste puisse comprendre. Donc je sors de mes routines pour partager un récit, et à ce moment-là, les simples efforts que je fais intentionnellement pour sa présence m'invitent à remanier la représentation de la tragédie qui m'est arrivée. Donc la psychothérapie probablement marche comme ça. Je suis très d'accord avec vous, comme clinicien aussi, comme praticien. C'est-à-dire ce qui est particulier dans la clinique, c'est qu'il faut, c'est Lacan qui disait ça, mais savoir ignorer ce que l'on sait. Alors si on sait ignorer ce que l'on sait, ça veut dire qu'il faut quand même savoir quelque chose, mais il faut savoir le mettre de côté dans le moment même. Et quand un patient entre dans un lieu de consultation, on ne sait pas du tout ce qui va se dire, se produire. C'est un saut dans l'inconnu. Et c'est ça qui est la force de la rencontre et des potentialités de transformation. Tout à fait. C'est l'embarquement dans une aventure psychanalytique
C'est l'embarquement, mais ça peut être aussi l'embarquement dans une aventure de romancier, par exemple, ou même de philosophe. Je considère que les philosophes sont des artistes, hein, c'est-à-dire que... Mais c'est un embarquement, c'est-à-dire que ça va être une co-construction. Et alors ce que vous disiez tout à l'heure sur la trace, c'est que le simple fait de parler ajoute, alors là, je ne sais pas ce qu'en pense le neurophysiologiste, ajoute une autre forme de mémoire à la mémoire du passé. On a deux sources de mémoire. On a la mémoire tracée en nous, comme maintenant la tractographie le rend photographiable, et on y ajoute le remaniement de la parole, la mémoire de la parole, donc on a remanié la trace. Et quand on parle de représentation, enfin, le terme, il veut dire encore plus peut-être dans ce contexte de ce que le terme dit, une représentation, ça veut dire on a une image de quelque chose, mais en fait, quand on fait cet exercice de mémoire, on fait une représentation, une nouvelle présentation à soi-même ou à l'analyste ou même à soi-même, ça suffit, c'est égal. Et on remet en jeu ces traces qui tout d'un coup sont plus labiles, malléables, et en parlant, même la parole, même le contexte dans lequel on parle va faire qu'ils vont s'associer avec d'autres traces et tout d'un coup on construit petit à petit sa réalité interne qui n'est pas nécessairement la réalité vécue. Bon, le gap, la distance peut être variable, mais disons, notre cerveau n'est pas un appareil photographique qui enregistre la réalité. Déjà au niveau de la perception, mais certainement par la remémoration, chaque fois on modifie un peu la réalité. Tout à fait. Mais ça veut dire alors que, au fond, on évolue entre une anticipation du passé et une mémoire du futur, quoi. Hein? Donc, au fond, la mémoire, elle est décalée par rapport au temps. Si on admet cette forte thèse de l'anticipation du passé, enfin, ce décalage, moi je rajoute la mémoire du futur, enfin, pour augmenter le paradoxe. Hein? Et au fond, c'est un rapport particulier au temps, quoi, comme si le temps était inaccessible. Enfin, on peut se dire que la mémoire implique le temps, parce qu'on pourrait même dire que le temps procède de la mémoire, mais en même temps, parallèlement, il y a quelque chose de très perturbateur. Oui, mais parce que il me semble qu'il n'y a pas de perception du temps, il n'y a que des représentations du temps. D'ailleurs, la notion de temporalité apparaît chez l'enfant progressivement. Dans un premier temps, l'enfant est dans un monde de perception. Spitz, qui était prof ici à Genève, René Spitz, disait un bébé, c'est un berceau de réception, de perception. C'est une éponge à percevoir. Mais dès l'instant où son lobe préfrontal se connecte, le lobe préfrontal qui permet le socle neurologique de l'anticipation, se connecte avec les circuits limbiques des émotions et de la mémoire, à ce moment-là, on accède à la représentation du temps. Donc, il n'y a pas de perception du temps. Il y a des perceptions d'informations auxquelles on répond ou qu'on ne répond pas. Et puis ensuite, on arrive à la représentation du temps. Et alors, quand on parle, alors à ce moment-là, dès qu'on fait un récit, alors là, on n'échappe pas à la représentation du temps. Il était une fois, quand j'étais petit, et hop, on se met à anticiper son passé. C'est-à-dire que le récit que je vais vous adresser dépend de vous, dépend de qui vous êtes, de l'idée que je me fais de vous. Si vous êtes mon percepteur d'impôts, je vais vous adresser un récit où vraiment je suis pauvre, en grande difficulté économique, alors que si vous êtes un artiste glorieux, moi aussi, vous savez, j'ai des talents. Donc mon récit, vous êtes co-auteur de mon récit, même si vous ne dites pas un mot, vous êtes co-auteur de mon récit. Donc votre présence m'invite à me décentrer de moi pour travailler, élaborer, comme disent les psychanalystes, élaborer un récit. Donc je change la mémoire, l'idée, la représentation que je me fais de mon passé. Si je le veux, si je travaille bien, je suis moins prisonnier des épreuves inévitables et des tragédies qui me sont arrivées. Oui, donc ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut non seulement mettons un réseau neuronal, hein, c'est un cerveau, des ensembles de traces mnésiques, traces synaptiques. Il faut du vivant, hein, c'est-à-dire le vivant, le corps, et puis il faut l'autre. Là, vous ajoutez l'autre, n'est-ce pas, qui modifie aussi
il y a une plasticité, c'est aussi l'incidence de l'autre, quoi, finalement. Ça, c'est ce qu'on a souvent. Parce que Freud lui-même, dans les premiers événements de la vie, c'est l'incidence de l'autre, le Nebenmensch. oui, Enfin, oui, c'est moi qui parle de psychanalyse, mais oui. c'est ça, n'est-ce pas? L'expérience de satisfaction. Oui, c'est ça. L'expérience de satisfaction, la détresse du nourrisson, et c'est la réponse de l'autre qui arrive à apaiser ça. Mais même un nourrisson sans autre n'a pas d'espérance de vie. Ben, absolument. Un nourrisson sans autre ne peut même pas devenir lui-même, même s'il est génétiquement sain, biologiquement sain. S'il n'y a pas un autre autour de lui, son espérance de vie est très brève. C'est juste. Donc effectivement, il faut l'action spécifique de l'autre pour que la chose puisse trouver son devenir, quoi. Mais alors bon, ça situe, revenons sur la mémoire, un rapport particulier à la mémoire autour des très jeunes enfants. Les très jeunes enfants ont des caractéristiques qu'on identifie comme l'amnésie infantile. Alors qu'ils sont dans une présence dans la relation impressionnante et qu'ils ont d'autres systèmes de mémoire qui fait que tout ça participe à les construire. Mais il y a quelque chose d'assez étonnant de commencer à se construire sur un trou dans l'histoire. Alors là, c'est la différence entre la trace et le souvenir. Quand on travaille avec les personnes âgées, la mémoire de travail, la mémoire procédurale, la mémoire du corps, elle devient de plus en plus mauvaise avec l'âge. Et on voit se libérer des souvenirs qu'on croyait effacés alors qu'ils n'étaient que enfouis. On le voit, c'est ce que je propose d'appeler l'effet palimpseste. Je travaille près de... Je dis palimpseste parce que c'est un mot que j'ai trouvé dans Baudelaire, j'ai trouvé ça très beau. Mais la mémoire, comme dit Baudelaire, la mémoire est enfouie sous les superstructures d'autres mémoires. Et quand on est âgé et que la mémoire des faits récents s'efface, ressurgit une mémoire qu'on croyait effacée, d'où des surprises de cliniciens, l'aphasie des polyglottes, qui est absolument stupéfiante, ou de voir aussi le retour des souvenirs anciens que les gens croyaient oubliés et qu'en fait, ils ressurgissent quand la mémoire récente s'efface. Chez les enfants, les bébés préverbaux, c'est peut-être le contraire. C'est-à-dire que là, il y a un tel bouillonnement synaptique que la mémoire se modifie à chaque rencontre, à chaque événement. La mémoire se modifie. Et c'est pour ça que c'est une hyper-mémoire qui provoque l'amnésie. Pour que j'ai un souvenir de moi, je suis obligé de réduire ma mémoire à presque rien. À ce moment-là, j'ai une identité. Je sais qui je... Enfin, je sais. Je crois savoir. J'ai l'impression de savoir qui je suis parce que je réduis ma mémoire. Et presque rien n'arrive à ma conscience. Des milliards d'événements, de mots, de situations que j'ai connues depuis que je suis au monde, il reste presque rien. Et ce presque rien me constitue. Donc c'est la réduction qui me permet d'avoir des souvenirs. Et les bébés, eux, ils n'ont pas de souvenirs du passé. Alors ils ont peut-être une mémoire de l'espèce, une mémoire phylogénétique, ils ont peut-être ça. Papa Freud le disait, ça. Hein. Papa Freud disait, il y a une mémoire de l'espèce. Je ne sais pas si c'est vrai. Phylogénétique. Il y a des fantasmes originaires. Bon, quand il manque un événement dans la vie, on peut le prendre dans... Voilà. Ouais. Bon, Voilà. Mais donc dans cette construction sur la mémoire, comment vous dites, l'hyper-mémoire qui fait qu'il n'y a pas de souvenir. Oui. Ça bouillonne de tous les côtés. Oui, ça me fait comprendre, parce qu'il y a toujours cette affirmation de Freud centrale pour lui au début de son œuvre, conscience et mémoire s'excluent réciproquement. Parce que c'est très étonnant, quoi, cette juxtaposition, puisqu'on a plutôt l'impression que ce dont on est conscient, c'est peut-être justement ce qu'on peut mémoriser. Alors qu'il n'y a presque rien dans la conscience. Mais ça mène, en fait, en vous écoutant et en parlant de cette mémoire et des souvenirs, il y a cette dimension insaisissable, mais tellement déterminante, mais qui rejoint, je pense, ce que vous dites, c'est donc de l'inconscient, c'est-à-dire que, ou du non-conscient. Bon, là, il y a des terminologies importantes, mais appelons ça inconscient, on s'entend. C'est quelque chose, c'est une série de traces qui sont là, mais et qui sont en fait très déterminantes même dans nos comportements, dans nos sensations, dans nos émotions,
mais qui échappent à la conscience, justement. Et toute la question, en fait, qu'on a discutée au cours de ces années avec François Sermet, c'était de voir comment ces traces non conscientes se constituent, par quels mécanismes elles peuvent faire irruption en nous surprenant dans la vie consciente. Alors, comment vous voyez-vous cette mémoire qui n'en est pas une, vu que justement c'est une mémoire non consciente, mais qui en même temps, les traces sont là et sont très déterminantes. Et comme vous dites, je pense que notre conscience est juste une petite couche très petite par rapport à notre vie psychique. Alors, d'où la nécessité de provoquer des rencontres entre gens de disciplines différentes, où chacun va amorcer sa part de vérité. Moi, je pense que quand quelqu'un prétend avoir une théorie totalement explicative, c'est que c'est une théorie totalitaire. En revanche, dès l'instant où on accepte de rencontrer quelqu'un d'autre, on peut essayer de répondre à votre question. Quand j'ai fait un peu d'éthologie, je me suis donné une formation psychanalytique et j'ai un diplôme de neurologie. Donc ça permet déjà d'avoir une formation qui était déjà hétérogène, parce que l'objet psy est forcément un objet hétérogène. L'objet du cardiologue peut être à peu près homogène, et puis surtout l'objet du cardiologue est hors du cardiologue. L'objet cœur, l'objet du cardiologue est hors du cardiologue. C'est une pompe, c'est des muscles, c'est l'électricité, alors que l'objet psy n'est pas hors du psychiatre. L'objet psy, il est aussi dans le psychiatre et dans la culture du patient et du psychiatre, qui n'est pas forcément la même. Quand on provoque des rencontres, j'ai failli dire mélange, mais je ne le dis pas, on provoque des rencontres, donc on fait apparaître des interfaces différentes, des formes différentes. On prend un bébé abandonné, et ce qui est un immense crime, et ce qu'on a vu à l'époque de Ceausescu, ce qu'on voit encore à l'époque de Bulgarie. Ces enfants sains, génétiquement, biologiquement, neurologiquement sains, sont gravement altérés par l'absence d'altérité. Et quand on fait des scanners de ville, c'est même pas de la recherche de haut niveau, c'est la recherche de praticiens. Ils ont tous ce qu'on a cru être une atrophie bifrontale. C'était en fait une absence de stimulation des synapses qui s'était couchée. C'est une fausse atrophie. Mais on voit que lorsqu'on réorganise une niche sensorielle stimulante, cette fausse atrophie, les connexions, l'arborisation synaptique se redresse, on peut dire des mots comme ça, et cette fausse atrophie disparaît. Seulement la trace, elle reste, et il y a eu l'acquisition d'une vulnérabilité neuro-émotionnelle. Et on voit que l'amygdale est déchaînée. Les Américains disent « unleashed ». L'amygdale est déchaînée puisqu'elle est plus freinée par le lobe préfrontal. Ce qui fait que désormais, toute information est une agression. Qu'est-ce que tu as à me regarder comme ça? Pourquoi tu me regardes? Qu'est-ce que je t'ai fait? Ben, je ne t'agresse pas, je te regarde. Même moi, bébé abandonné, toute ma vie, je vais garder l'impression que il hoche la tête, c'est qu'il n'est pas d'accord, il m'agresse. Donc je vais garder toute ma vie cette impression, et que je vais verbaliser, soit si je suis seul, pour confirmer l'impression que j'ai, tout le monde m'en veut, soit si j'accepte d'élaborer, de rencontrer quelqu'un pour me décentrer de moi, à ce moment-là, peut-être je peux tenter de remanier. Et il y a par exemple Peter Fonagy, qui est à Londres, dit que la plupart de ce qu'on appelle les borderlines, j'ai fait un lapsus d'oreille pendant très longtemps, la sémiologie est tellement cafouilleuse que j'entendais, avec mon oreille, j'entendais les bordel lines. C'est la même chose. C'est-à-dire, c'est la même chose, c'est la même sémiologie. Et Peter Fonagy dit que ces borderlines, ils ont une hypertrophie de l'amygdale rhinocéphalique, et que toute information est pour eux une agression. Alors qu'un bébé préverbal qui a été sécurisé, tiens, ça m'étonne, tiens, il hoche la tête, tiens, il est intéressant, je vais chercher à parler avec lui. Donc l'interprétation du monde est totalement différente selon la manière dont notre cerveau a été très précocement façonné par la niche des premiers mois.
Non, c'est une sorte de paradoxe. C'est-à-dire que dans des situations de déprivation, il y a du trop-plein en même temps, de quelque chose qui ne peut pas être évacué, qui ne peut pas être traité. On ne peut pas soustraire quelque chose qui permet au sujet finalement d'advenir sur cette base de soustraction. Et d'ailleurs, c'est parce que là, on a dit la mémoire, les déformations de la mémoire. Pierre a ajouté l'inconscient. On pourrait mettre aussi la fonction de l'oubli, parce que finalement, enfin, la place de l'oubli dans ce que vous êtes en train d'énoncer apparaît comme fondamentale. Oui, j'ai l'impression de savoir qui je suis parce que j'ai presque tout oublié de ma vie et qu'il me reste quelques images, quelques mots, quelques situations dont je vais faire ma chimère autobiographique. Oui, c'est-à-dire chacun est un musicien dans une certaine mesure, interprète une partition, il y a quelques notes, et puis à partir de ces notes, il compose des trucs en permanence. Voilà. Moi, j'ai rencontré un patient qui m'avait beaucoup frappé parce qu'il avait le désir de conserver toute sa mémoire sur des disquettes. Il voulait se greffer sur des machines et tout conserver. Et comme ça, il aurait, lui, tel jour, le 17 juin, lui, le 19 juin, enfin voilà. Et il pourrait consulter en permanence un matériel. Bon, c'est une sorte... Mais enfin, en l'écoutant, je me disais, mais qu'est-ce que c'est cette idée d'une mémoire sans oubli ? Moi, je dirais que c'est la confusion. Je pense qu'on ne peut avoir une vision du monde que si on réduit nos informations. Et le monde qu'on perçoit, c'est une minuscule bande passante, que ce soit pour nos oreilles ou même que ce soit pour la conscience. Il y a, en neurologie, il y a ce qu'on appelle les héminégligences. C'est-à-dire que les gens ont une petite altération pariéto-occipitale, c'est ça, droite, et ils ont une héminégligence gauche. Ce n'est pas une hémianopsie. Ils voient ce qui est dans le champ gauche, mais ils ne savent pas qu'ils le voient. Nous, on sait qu'ils le voient parce que si on met un obstacle, ils l'évitent. Et si on leur dit, est-ce qu'il y avait un obstacle? Oh non, il n'y avait pas d'obstacle. Ils ne savent pas qu'ils l'ont vu et ils ne savent pas qu'ils l'ont évité. Alors ça, c'est peut-être ce que vous appelez le non-conscient ou l'inconscient cognitif. Oui, Qui n'est l'inconscient cognitif, voilà, qui n'est pas l'inconscient freudien. Qui n'est pas l'inconscient freudien. La première fois que j'ai prononcé cette phrase, c'était chez Serge Lebovici. Il n'y avait que des psychanalystes dans la salle et j'ai prononcé l'expression d'inconscient cognitif. J'ai provoqué 2 crises d'épilepsie, 3 tentatives d'assassinat. Et maintenant, l'inconscient cognitif. Dans l'inconscient cognitif, on ne sait pas qu'on sait. Alors que dans l'inconscient freudien, on ne supporte pas de savoir. Et c'est pas du tout la même chose, c'est pas exclusif l'un de l'autre. Donc un neurologue peut très bien travailler avec un psychanalyste. Juste pour rebondir sur cette question des négligences, il y a aussi ce qu'on appelle le blind sight, donc la vision aveugle. C'est des personnes qui ont des lésions du système visuel très importantes, notamment du cortex visuel, pas de la rétine, donc au niveau central. Et on les fait marcher dans un couloir avec un obstacle au milieu. Et ils l'évitent. Et pourtant, ils n'ont rien vu. Ils sont aveugles, cliniquement aveugles. Donc, il y a un niveau perceptuel subliminal ou qui mobilise pas suffisamment. Bon, là, on entre dans d'autres considérations de l'espace de travail, qu'il faut mobiliser un certain nombre de neurones, en quelque sorte, pour que l'information, la perception arrive à la conscience. Mais enfin, ça, c'est encore c'est un autre discours. Mais c'est effectivement l'existence d'un inconscient, d'un non-conscient ou de l'inconscient cognitif qui est différent. Même moi qui suis neurobiologiste, je connais maintenant l'inconscient, processus primaire, inconscient freudien, non, voilà. Atemporel, c'est-à-dire qu'il voilà, y a des processus linéaires, causaux, diachroniques, et puis il y a des processus synchroniques, non linéaires, qui discontinuent, qui sont au fond caractéristiques de cet inconscient freudien, qui est quand même très troublant. Enfin, d'imaginer qu'il y a des processus adimensionnels dans notre fonctionnement, qui est au fond, qui, dans une certaine mesure, c'est quelque chose. Alors bon, est-ce qu'il faut rapprocher l'inconscient de la mémoire, hein, c'est-à-dire dire que c'est une mémoire à son insu, des déterminations inconscientes classiques des psychanalystes, ou bien voir l'inconscient comme, nous on a tendance parfois à l'appeler l'inconscient poïétique, l'inconscient qui fait que tout se remanie dans cette atemporalité, que tout change, que tout est... Il réouvre le champ des possibles, quoi. Alors, moi, j'aurais un peu tendance à craindre les causalités linéaires
trop explicative et trop réductionniste. Il faut faire ça sur le plan didactique. Il faut des explications simples sur le plan didactique, mais si c'est simple, c'est que c'est faux. Donc, parce qu'il y a d'autres expressions qui arrivent. Mais sur le plan didactique, il faut, ou pour nous-mêmes, il faut simplifier. Alors, pour reprendre ce que disait M. Magistrati sur la plasticité, il y a l'exemple des aveugles de naissance qui apprennent à lire en braille. Donc, normalement, en lisant en braille, c'est les lobes pariétaux qui devraient percevoir les informations et les traiter et passer au rouge, comme on dit. On ne passe pas au rouge, mais ça consomme beaucoup de sucre, ça dégage beaucoup d'énergie là, et l'ordinateur dit que c'est rouge. Or, quand on prend des aveugles de naissance, qu'on leur apprend à lire en braille, ils n'ont jamais vu d'image, c'est leur lobe occipital qui traite les informations, comme si, donc ils voient avec le bout des doigts. C'est-à-dire que, et Ajoria Guerra, qui est une vedette suisse, qui est une vedette à Genève, Ajoria Guerra, quand j'étais interne en neurochirurgie à Paris, Ajoria Guerra avait fait avec Ecan, ils avaient fait une publication sur une population d'enfants qui avaient des accidents et leur lobe temporal gauche avait été arraché. Et s'il y avait des causalités linéaires, ils auraient dû jamais parler. Ils ont tous parlé. Parce qu'une autre zone du cerveau s'est différenciée, a suppléé. Elle était moins spontanée, elle était moins performante que celle qui aurait dû se mettre en place, mais ils parlaient, ils ont pu parler. C'est-à-dire que, et dès l'instant, comme on l'a dit tout à l'heure, dès l'instant où on parle, on peut remanier. On peut ajouter une autre source de mémoire, on peut se donner de soi une image extérieure à soi, la simple présence d'un autre, puisque je suis obligé de tout lui expliquer, je suis obligé donc de modifier la représentation de moi pour la partager avec un autre. Donc je suis obligé de remanier. Mais justement, cette question des localisations est une question très, très importante et qui, personnellement, je trouve, nécessite un regard critique sur l'imagerie fonctionnelle cérébrale, que je ne sais pas que je la pratique, mais ma recherche est en lien avec ça. Et elle pourrait donner, et parfois, la fausse impression que les territoires cérébraux, corticaux notamment, sont prédéterminés pour telle et telle fonction. Faire de la, comme on dit, de la néophrénologie, il y avait la bosse des maths, et là on peut dire, bon, il y a la région de visuel, il y a la région auditive, etc. Or, de plus en plus d'évidences, là vous citez des évidences cliniques, il y a aussi des évidences expérimentales, en fait, il y en a même qui poussent le paradoxe, comme Miguel Nicolelis, que finalement n'importe quelle région du cortex peut a priori exercer n'importe quelle fonction. Alors, bon, il y a quand même il y a quand même le câblage qui joue un rôle, parce que, disons, pour le système visuel, il y a quand même un câblage qui vient de la rétine, mais s'il est dysfonctionnel, d'autres suppléances peuvent entrer en jeu. C'est simplement pour dire que cette idée d'un mappage, d'une géographie très précise du cortex cérébral, elle est beaucoup moins rigide de ce qu'on veut bien croire ou que l'imagerie cérébrale peut nous faire croire de temps en temps. C'est ça, il y aurait un cerveau totipotent. C'est une position un peu extrême, mais disons, elle adresse cette question de la plasticité, alors au sens le plus large du terme. Oui, le lien entre plasticité et suppléance, quoi, finalement. Oui. Mais quand même, les découvertes, les publications récentes, enfin depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, montrent quand même que toute une partie du cerveau est sculptée par le milieu, par les expériences. C'est-à-dire que le simple fait qu'on se rencontre, vous allez désormais modifier la représentation que je me faisais de moi-même. J'espère être mieux après. Mais bon, là, ça situe quelque chose que vous avez pointé, c'est-à-dire ce qu'on fait sans savoir, c'est-à-dire l'insu. Hein. Oui. Et c'est vrai qu'en vous écoutant, ça fait retrouver le terme choisi par Freud, qui était unbewusst, c'est-à-dire qui est plus insu, c'est qui met en jeu le savoir. Et au fond, cette dimension de ce qu'on ne sait pas, qui est plus important que ce qu'on sait, fait le fil de cet exposé de manière étonnante, parce que la mémoire supposerait un savoir, alors que la mémoire véhicule aussi de l'insu. Vous avez tout à fait. D'ailleurs, das Unbewusst, ça a été traduit par inconscient.
Alors que Lacan le traduisait par une bévue. Oui, oui. Et, Oui, on aurait pu dire insu. Quoi. Oui. et on aurait pu traduire par insu. Là-dessus, ouais. Ouais, parce que ça nous trouble, cette conscience. Enfin, Alors que dans l'inconscient cognitif, c'est su, mais on ne sait pas que c'est su. Moi, c'est voilà, pour faire un peu de jargonnage. Et de nouveau, c'est moi qui fais une intervention psychanalytique. Freud appelait ça le unbemerkt, le non remarqué. Il appelait ça aussi le troisième inconscient, je crois. Peut-être François, non, tu peux. non, unbemerkt, c'est comme ça qu'il est. Oui. Unbemerkt, c'est-à-dire le non, non non remarqué. observé, enfin non remarqué. C'est comme ça qu'il parle du préconscient, en fait. Puis après, il distingue l'inconscient, Mais ce unbewusst. serait l'inconscient cognitif, justement. Absolument. Voilà. Unbemerkt, ce serait l'inconscient Pardon, cognitif. oui, absolument. Et puis l'inconscient, il distingue notre inconscient freudien, qui est l'inconscient produit par le refoulement, enfin, fonction homéostatique, et puis ce fameux troisième inconscient sur lequel on s'est beaucoup penché avec Pierre, qui disait qu'il y avait un troisième inconscient. Si tout le refoulé est inconscient, pas tout l'inconscient est produit par le refoulement. Il y a un autre mécanisme. Et c'est là qu'on s'est mis avec la discontinuité, la réassociation des traces. Alors, ce schéma de pensée me paraît très, très stimulant quand même, parce que si on peut se demander pourquoi dans l'inconscient freudien, quelque chose se passe en nous qui fait que je ne supporte pas de savoir. Voilà. Probablement parce que si je laisse venir un souvenir à ma conscience, je vais être mal sous votre regard. Qu'est-ce qu'il va penser de moi? Et les pervers ne refoulent très peu. Ils n'ont pas besoin de refoulement, puisqu'ils se moquent de vous. Vous n'existez pas, vous n'êtes pas un être humain, donc je peux dire ce que je veux devant vous. Votre opinion n'existe pas, vous n'existez pas. Donc je n'ai pas besoin de refoulement. Donc les pervers disent ce qu'ils pensent. Alors que les bons névrosés font attention et ne disent pas tout. ce qui est peut-être une manière qui nous permet de vivre ensemble aussi. Parce que, donc il faut un poil de névrose pour coexister. Donc on vit ensemble parce qu'on refoule, parce qu'on oublie, parce qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Comme, pour citer un grand psychanalyste, philosophe, Virenque, cycliste, il disait qu'il avait été dopé à l'insu de son plein gré. Et c'est Mais bon, en même temps, et c'est un peu ça, on vit à l'insu de notre plein gré. mais bon, je sais que tu aimes Moi, bien j'aime cette beaucoup phrase, cette phrase. mais en fait, dans le contexte de ce qui est dit ici, c'est-à-dire qu'après on a l'élément de surprise, hein, c'est-à-dire le lapsus, la formation de l'inconscient, le rêve, c'est une surprise, et cette surprise, elle réveille, quoi, elle fait changer de trajet, quoi. Et les travaux sur le sommeil, les travaux d'électrophysiologie actuels sur le sommeil, les travaux d'éthologie animale sur le sommeil posent des problèmes qui peuvent tenter de répondre à cette question. C'est-à-dire que quand on fait une comparaison phylogénétique avec la hardiesse des raisonnements phylogénétiques, on va tenter ça, c'est-à-dire qu'on se rend compte que plus un animal, un être vivant est sécurisé, plus il fabrique de sommeil paradoxal. C'est-à-dire plus il peut se laisser aller en toute confiance, alors qu'une proie, nous-mêmes, nos enfants, quand ils sont insécurisés, ils sont tout le temps en alerte et ils altèrent l'architecture de leur sommeil. C'est-à-dire que là, on voit que les lapins, par exemple, ne font de sommeil paradoxal que dans leur terrier. Dès l'instant où ils sont dehors, ils font pas de sommeil paradoxal parce que le sommeil paradoxal nécessite un relâchement profond des muscles et de la conscience vigile. Parce qu'à ce moment-là surgit une autre conscience dont Papa Freud aurait presque parlé, c'est-à-dire que ça fait surgir quelque chose qui est inscrit dans notre mémoire biologique et qu'on ne savait pas, et qui ressurgit. Le Unbewusst, justement. Unbewusst. Le non Et connu. qui ressurgit à l'aurait du rêve. Ouais. C'est-à-dire que Freud, qui était neurologue, mais qui n'était pas électroencéphalographiste, aurait été ravi quand il aurait vu que les ambassadeurs de la pensée, comme il dit joliment, sont déjà dans la mémoire, mais ils ne sont pas dans les souvenirs. Et ils peuvent surgir à l'occasion d'un cauchemar, d'un rêve, révélant quelque chose qui était là, mais qu'on ne savait pas. Ouais,
Donc on évolue entre surprise et non-savoir, quoi. C'est ça, c'est ce qui Si on permet. savait tout, il n'y aurait pas de surprise. Ouais, c'est ce qui permet aussi de faire jouer les énigmes partagées en différents champs. Oui. Peut-être juste pour, je pense, conclure, parce qu'on arrive au bout de cette discussion, il y a un mode de fonctionnement du cerveau qu'on appelle le mode par défaut, le default mode. C'est-à-dire que, justement, ça, c'est l'imagerie, une des bonnes choses, il y en a beaucoup, mais que l'imagerie cérébrale a révélé, c'est que, bien sûr, quand on parle, on a l'air de Broca qui est activé, on bouge les mains, donc quand on active des modalités particulières, ces régions vont être plus actives. Et puis, quand on demande à des sujets de ne rien faire, d'essayer de ne pas penser de penser à quoi que ce soit, de rien faire, les yeux fermés, il y a en fait des régions, c'est surtout des régions médianes et pariétales, qui sont plus actives quand on fait rien. Et le moment où on engage une activité, elle diminue d'activité. Donc, ce default mode, ça reste une énigme de la neurobiologie contemporaine. Pourquoi il y a des régions qui sont plus actives quand on ne fait rien? Et on peut quand même se demander si cette non-activité n'est pas en fait une très grande activité pour organiser les traces, les souvenirs, la plasticité. Enfin, c'est un peu une partie créative peut-être de notre cerveau et que on passe quand même beaucoup de temps en étant en permanence stimulé, on est surstimulé, on n'a plus le temps de ne penser à rien, alors que ne penser à rien, c'est peut-être justement créer quelque chose. C'est fatigant de rien faire. Eh oui.